La Farandole, c'est plus qu'une boulangerie française. Ouvert de 7h jusqu'à 19h, tout comme notre comptoir de pâtisserie, brioches, muffins et divers pains maison. Venez savourer nos petits déjeuners dans notre restaurant champêtre, sans oublier notre salon de thé convivial. Chez nous, pas de micro-ondes, pas de chimie, ni de gras trans. La Farandole, c'est naturel. De retour en studio, on parle famille, on parle santé également. J'ai deux personnes devant moi. Il y en a un que je vais devoir lire tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait dans la vie pour ne pas rien oublier. Mais on a d'abord Mme Isabelle Chalut, infirmière et surtout fondatrice du Centre Pleine Lune. C'est bien ça? Oui, oui, ça. Bienvenue. Monsieur Joël Monzé. Alors, vous allez me voir baisser les yeux. Je suis désolé. Vous êtes docteur en neurosciences, psychothérapeute, directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille, professeur en pédiatrie à l'Université de Sherbrooke et directeur de la publication de Devenir soi, pourquoi on se rencontre aujourd'hui. Un livre qui a été écrit, c'est une collaboration, c'est un collectif de professionnels de la santé. 9 personnes qui ont participé à l'écriture, dont 7 qui proviennent des Laurentides, avec vous. Donc, parlez-moi un peu de cette démarche. Pourquoi est né ce groupe? Quelle a été la réflexion pour produire ce livre? Mais en fait, ça fait des années que nous travaillons en collaboration déjà entre nous-mêmes. On se réfère éventuellement parfois à certains patients, puis on se rend compte que tout seul, on peut faire un bout de chemin avec les personnes, mais on ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins d'une personne. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, de par mes recherches, mes interventions plus au niveau de l'université, je constate que bien souvent, les professionnels ne savent pas que font leurs voisins. On se définit souvent, moi, je suis meilleur que toi. Mais concrètement, est-ce qu'on ne pourrait pas collaborer ensemble? Oui, donc, au début, on était un groupe où on se rencontrait, on discutait de différents cas fictifs ou pseudo-réels, de manière à pouvoir justement favoriser une meilleure compréhension de ce que les autres faisaient. Et puis petit à petit, on a écrit des chroniques, et puis on s'est dit, ben, si on allait plus loin et qu'on écrivait ensemble un livre, donc on se rencontre toutes les 4 à 6 semaines pour justement discuter d'une thématique pour laquelle on a décidé d'écrire un livre sur la thème. Le premier livre, en fait, est ici. Oui. Et on discute donc à ce moment-là. Les chapitres sont interdépendants les uns des autres, mais chaque fois avec une perspective d'un ostéopathe, d'une infirmière, d'un docteur en médecine ou autre. Oui. Vous avez participé. Quel a été votre apport dans ce livre, si je peux me permettre? Bien, moi, je suis infirmière, puis ma spécialité, c'est la naissance. Donc, c'est sûr que moi, je me suis beaucoup intéressée à ce qui se passe autour de la naissance et quel est l'impact à moyen terme et à long terme sur la santé. Oui. Et c'est sûr que comme infirmière aussi, je m'étais beaucoup... ça fait 30 ans que je suis infirmière et je me suis beaucoup questionnée sur la façon dont on s'occupe, dont on traite les problèmes en milieu hospitalier. Oui. Et je voyais finalement qu'on manquait de globalité souvent dans notre façon d'intervenir et de regarder ce qui se passait chez les gens. Donc, j'ai eu une démarche finalement depuis des années de mieux comprendre d'une façon globale ce qui se passe au niveau de la santé et je pense que c'est vraiment l'objectif de toutes les personnes qui sont là, d'élargir notre regard. En voilà une des objectifs, si je peux me permettre. Je suis allé voir votre slogan sur le site Internet qui est « Ma vie, ma santé, mon autonomie ». Ce sont les objectifs. Donc, on nomme un des objectifs, là, ou 3. Quel est l'objectif? Quels sont les objectifs de cette démarche? Mais dans la démarche, c'est comment est-ce que le patient peut reprendre en main sa part de choses. On parle beaucoup de personnes n'ont pas de médecin de famille, par exemple. Beaucoup de gens se retrouvent avec des maladies dégénératives dans lesquelles ils perdent une partie de leur contrôle de leur dossier, ils ne savent pas trop exactement ce qui se passe. Ils ont beau poser des questions, puis les professionnels vont répondre du mieux qu'ils peuvent, mais en même temps, c'est comme si leur destinée est remise dans les mains des autres personnes. Donc, comment est-ce que moi, je peux refaire des choix concrets, conscients, en fonction de ce que je vis? Il y a toute la problématique publique-privée. Si vous voulez avoir de l'information sur des ostéopathes dans un CLSC, comme les ostéopathes sont en privé, en général, les CLSC ne vont pas donner cette information-là. Mais c'est quoi l'ostéopathie pour celui qui ne la connaît pas? Pourquoi la chiropratie? Pourquoi différentes pratiques qui viennent en aide pour soutenir éventuellement la personne? Et donc, notre objectif, c'est de donner de l'information qui est une vision globale, parce que ce sont des phénomènes, la santé, ça ne s'explique pas par une facette ou une autre, c'est un ensemble de facettes pour que les personnes puissent faire des choix les plus conscients possibles et de reprendre leur vie pleinement en main. Oui.
il me vient une autre question. Vous y aviez quand même répondu un peu. Pourquoi maintenant on doit se retourner vers le multidisciplinaire pour réussir à avoir une réponse complète sur un état de santé, par exemple? Pourquoi avoir une démarche comme celle-là? Mais avant, les médecins, ils avaient une connaissance presque générale, complète. Le peu de connaissances qu'il y avait à l'époque, il y a une centaine d'années, par exemple, le médecin avait une connaissance globale de la personne, globale des phénomènes de santé. Plus la recherche a évolué, plus les médecins se sont spécialisés dans des créneaux qui sont importants, mais en même temps qui les déconnectent des autres départements à l'intérieur même d'un collège de médecine ou d'une université. Et on ne parle même pas des médecines complémentaires qui sont importantes là-dedans. Donc, si il n'y a pas une volonté de revoir l'ensemble des facettes des phénomènes de la santé, on risque de se centrer sur un aspect particulier. Par exemple, vous avez mal à l'estomac, on peut le voir à travers un aspect médical et on va vous proposer un médicament spécifique qui va éviter les brûlures d'estomac, mais vous pouvez avoir une problématique de stress, vous faudrait aller voir un psychothérapeute, vous pouvez avoir une problématique de chiro, d'ostéopathe ou autre, et c'est l'ensemble des interventions qui vont faire qu'on va retrouver la pleine santé à long terme, plutôt de simplement enrayer un symptôme qui est très dérangeant. Comme vous dites, donc on n'a pas le choix d'être rendu là, mais qu'est-ce qui cause ce conflit entre la médecine traditionnelle et ces médecines complémentaires? Il y a quelque chose qui crée un conflit? Moi, je dirais qu'on a tellement voulu éliminer les charlatans du monde de la science. Dans les années, au 19e siècle, il y a eu beaucoup d'écoles de pensée et des gens qui ont sorti des grandes théories pour expliquer leur fameuse bosse des maths, par exemple. C'est une des théories bidons qu'on a eues pendant longtemps. On pensait que la forme du crâne donnait des informations sur l'intelligence de la personne. Et la bosse de maths est restée dans notre langage quotidien parce que ça a été très populaire pendant un moment. Sauf que comme on a voulu amener la recherche dans un laboratoire pour comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de toute une série de phénomènes biochimiques, on s'est déconnecté de la réalité de la vie de la personne. Et donc, plus on connaît le micro, moins on connaît le global. Et c'est certain qu'un médicament peut intervenir sur un aspect micro, mais ça reste qu'une personne, c'est un phénomène global. Et on ne peut pas envisager la santé complète sans envisager l'ensemble des choses, y compris notre santé financière. Parce que si nos finances ne vont pas bien, c'est certain que vous pouvez avoir des problèmes de stress. Le stress va générer toute une série de problématiques autres, physiologiques, et c'est l'ensemble des choses qu'il faut aborder. Et c'est ce qui cause probablement des erreurs de diagnostic de temps en temps. Donc, on ne prend pas le tableau, comme vous dites, global. Pour un enfant, par exemple, vu que c'est un peu votre spécialité, un enfant on ne prend pas en considération d'où il vient, quel est son milieu dans lequel il va évoluer. Et puis, par exemple, parlons de TDA, des gens qu'on a eu en studio il n'y a pas si longtemps, une réalité de plus en plus présente. Donc, il y a des fois des diagnostics qui sont peut-être donnés et qui n'ont pas été, ils sont pas complets selon votre réflexion. On se base beaucoup trop sur les aspects des symptômes. On a voulu universaliser un ensemble de symptômes sans tenir compte des réalités individuelles de la personne. C'est qu'un enfant qui bouge beaucoup, il peut y avoir plein de raisons. Est-ce qu'il a mangé trop de choses sucrées et surtout des mauvais sucres? Est-ce que dans sa famille il y a des grosses difficultés, c'est une réaction aux difficultés qui se présentent? Est-ce que c'est du stress de performance? Est-ce que c'est une problématique simplement parce qu'il y a une trop grosse pression ressentie à l'intérieur par rapport au phénomène de la vie. Et quand on se centre juste sur le symptôme et qu'on donne du Ritalin trop rapidement, on risque peut-être de ne pas répondre aux vrais besoins de la personne. Ça ne veut pas dire que le comportement d'hyperactivité ou la distraction, il ne faut pas essayer de réduire ces comportements-là, mais est-ce que de donner un médicament comme le Ritalin, est-ce que c'est la meilleure des manières d'aider notre jeune génération à réussir sa vie? Oui. Le cheminement, c'est bientôt terminé. Il faudrait quasiment que je vous laisse tout de suite, mais j'ai une autre question, c'est trop intéressant. Il y a un phénomène de surconsommation ou de surdosage, je ne sais pas comment le dire correctement, c'est peut-être pas comme il faut, mais de trop de médicaments. Donc, surconsommation, oui. Quelle est votre réflexion là-dessus? C'est un peu aussi votre cheminement, là. Donc, une surconsommation, il faut se recentrer sur l'humain, reprendre possession de son corps. Et, c'est votre réflexion? Oui, je pense que le côté préventif est
et connaissance de soi dans les retrouvailles de l'autonomie, c'est la base de la santé. Puis ça fait vraiment partie de la réflexion du groupe au niveau de ce livre-là, pour que les gens arrêtent d'aller chercher la solution miracle à l'extérieur aussi. On cherche trop la pilule miracle qui n'existe pas de toute façon, mais ça passe par une connaissance de soi. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié dans notre société. Absolument. Merci à vous deux pour votre passage. Avec plaisir. Merci. Un livre à lire, Devenir soi. Je pense qu'on a présenté l'image. Sinon, Devenir soi, c'est un collectif sous la direction de Joël Monzeau, docteur Joël Monzé, pardon. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Et Madame Isabelle Chalut, alors un plaisir encore une fois. Merci. On se revoit une prochaine fois. Merci. Vous à la maison, de retour après la pause, on parle d'un nouveau programme au Centre collégial de Mont-Tremblant. À tout de suite. La Farandole, c'est plus qu'une boulangerie française. Ouvert de 7h jusqu'à 19h, tout comme notre comptoir de pâtisserie, brioches, muffins et divers pains maison. Venez savourer nos petits déjeuners dans notre restaurant champêtre, sans oublier notre salon de thé convivial. Chez nous, pas de micro-ondes, pas de chimie, ni de gras trans. La Farandole, c'est naturel.